Bonjour à tous, dans cet épisode il sera question de la spectroscopie, qui est la technique qui a donné naissance à l'astrophysique en permettant entre autres de connaître la composition des étoiles et du milieu interstellaire, et qui a donné une vérification expérimentale de l'expansion de l'univers. La spectroscopie consiste à décomposer la lumière comme ici avec un prisme. Et en 1814, Joseph von Fraunhofer découvre grâce à son invention du réseau, qui a un meilleur pouvoir dispersif qu'un simple prisme, des raies sombres dans le spectre du Soleil. Il va alors entreprendre de répertorier toutes ces raies, plus de 500, et vérifier que leurs positions sont constantes même après réflexion sur la Lune par exemple. Le tout grâce à un spectroscope, une autre de ses inventions. Enfin, en ajoutant à une flamme du chlorure de sodium, du sel ordinaire, il observe deux raies très brillantes dans le jaune après passage dans le spectroscope. Les recherches se poursuivent durant les années qui suivent, d'autres raies, qu'on appelle désormais les raies spectrales, sont découvertes en ajoutant d'autres substances à une flamme, et en utilisant le spectroscope. En 1859, c'est Gustav Kirchhoff qui va comprendre que ces raies sombres sont liées à la composition chimique du Soleil. Il utilise la flamme d'un bec-benzène que son collègue Robert Benzène vient d'inventer, et qui a l'avantage d'avoir une faible lumière mais une forte température. Les raies des substances étudiées apparaissent donc sur un fond beaucoup plus noir. Kirchhoff et Benzène entreprennent de répertorier les raies spectrales des éléments des deux premières colonnes de la classification périodique, afin de faire de la spectroscopie une technique d'analyse chimique. Les raies spectrales jouent donc le rôle d'une véritable carte d'identité des éléments, qu'ils soient sous forme d'atomes ou d'ions. On va pouvoir savoir de quel élément est fait une substance en comparant les raies obtenues avec la substance étudiée, avec une banque de données. Kirchhoff démontre ensuite que les spectres peuvent être retournés. En plaçant du chlorure de lithium dans une flamme d'un bec-benzène, il observe une raie très brillante dans le rouge, et s'il place une source de lumière très intense derrière, cette même raie apparaît plus sombre que le reste du spectre, et exactement au même endroit, donc à la même longueur d'onde ou à la même fréquence. C'est ce qu'on appelle le spectre d'émission et le spectre d'absorption. Kirchhoff comprend que les raies sombres observées dans le spectre du Soleil sont les raies d'absorption des couches supérieures du Soleil. Il observe que les raies du sodium découvertes par Fraunhofer y sont présentes et en déduit donc que le Soleil contient du sodium. Les scientifiques vont ensuite monter des spectroscopes sur des télescopes et étudier les protubérances du Soleil. Dans les années qui suivent, les scientifiques identifient des raies de l'hydrogène dans les raies d'absorption du Soleil. Il s'avère rapidement qu'il en contient de grandes quantités et qu'il en est de même pour les autres étoiles. Le Soleil représentant 99,86% de la masse connue du système solaire, les scientifiques ont conclu que l'univers est principalement constitué d'hydrogène, l'élément le plus léger. En 1868, une nouvelle raie près des raies du sodium est observée. Ce nouvel élément, ainsi découvert, sera baptisé hélium, hélios signifiant soleil en grec. On en découvrira plus tard sur Terre. L'hélium s'avéra être le deuxième élément le plus abondant dans les étoiles, et donc dans l'univers. C'est donc en répertoriant l'emplacement des raies spectrales pour chaque élément en laboratoire sur Terre, et en les comparant à l'emplacement des raies sombres observées dans le spectre du Soleil et des étoiles, que les scientifiques ont pu avoir accès à la composition des étoiles. Voici la composition des couches supérieures du Soleil, dont l'épaisseur est assez mal définie d'ailleurs. 90 atomes sur 100 sont de l'hydrogène, 8 sur 100 sont d'hélium. L'abondance de chaque élément est liée à l'intensité de la raie. Plus elle est noire dans le cas des raies d'absorption, plus l'élément est présent dans l'étoile. Si la détection des spectres s'est longtemps faite grâce à la photographie, on plaçait une plaque photo pour capter le spectre, l'avènement des capteurs CCD dès les années 1970 ont permis d'obtenir des spectres de ce style avec l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde, donnant de bien meilleurs résultats quantitatifs. Je vais pourtant continuer d'utiliser cette représentation avec les couleurs qui est beaucoup plus visuelle. Pour connaître la composition globale du Soleil ou des étoiles, les scientifiques utilisent des modèles complexes pour extrapoler ces données issues des raies spectrales. Mais c'est surtout l'alliance de la spectroscopie et ses raies spectrales avec l'effet Doppler-Fizeau qui va permettre d'obtenir beaucoup d'informations sur les étoiles et l'univers. L'effet Doppler-Fizeau est un effet caractéristique des ondes et je vais vous le montrer expérimentalement avec le son avant de revenir à la lumière.
Ce smartphone émet un son d'une fréquence de 2000 Hz, l'air vibre 200 fois par seconde pour faire simple. Ce deuxième smartphone fait lui office d'un récepteur qui mesure la fréquence du son reçu, 2000 Hz évidemment, aux imprécisions de mesure près. Je coupe le son de la vidéo, c'est un peu pénible. Mais s'il y a mouvement de l'un par rapport à l'autre, alors la fréquence mesurée par le récepteur va diminuer si la source s'éloigne et augmenter si elle se rapproche. Ce qui se traduit pour les ondes sonores par un son perçu plus aigu quand l'émetteur se rapproche ou plus grave lorsqu'il s'éloigne. Vous avez déjà entendu ce phénomène avec une voiture ou une sirène. Pour la lumière, ça se traduit par un décalage des raies spectrales vers le rouge, vers les fréquences les plus faibles quand la source de lumière s'éloigne du récepteur, et vers le bleu, vers les fréquences plus élevées lorsqu'elle se rapproche. Et plus la vitesse relative entre la source et le récepteur est grande, plus le décalage des raies spectrales est important. Donc en connaissant le décalage en fréquence des raies spectrales de la source de lumière qui est en mouvement par rapport aux mêmes raies obtenues en laboratoire, on peut calculer la vitesse relative entre la source de lumière et l'observateur. Avec cette méthode, on peut donc mesurer la vitesse radiale des étoiles par rapport au système solaire. Une étoile a une vitesse réelle dans une direction quelconque, que je représente en rouge, sa vitesse radiale en bleu et la composante dirigée vers nous. Si l'étoile n'est pas trop loin, on peut aussi connaître sa vitesse transversale en observant la position de l'étoile changer à quelques années d'intervalle, et donc connaître sa vitesse réelle. Si l'étoile est trop loin pour qu'on l'observe bouger dans le ciel, seule la composante radiale nous est accessible grâce à la spectroscopie et à l'effet Doppler-Fizeau. Ainsi, les vitesses radiales des étoiles par rapport au Soleil sont généralement comprises entre moins 50 et plus 50 km/s, soit environ 180 000 km/h, avec des exceptions atteignant 400 km/s, soit près d'1 500 000 km/h. Les scientifiques ont également pu confirmer la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil en observant le spectre des étoiles. Je simplifie en ne représentant qu'une seule raie. On voit les raies spectrales effectuer ce mouvement périodique sur un an autour d'une position centrale. Les positions extrêmes des raies correspondant au moment dans l'année où la Terre s'approche de l'étoile, c'est le décalage vers le bleu, et où elle s'en éloigne, c'est le décalage vers le rouge. On retrouve bien environ 100 000 km/h pour la vitesse de la Terre autour du Soleil. La position centrale autour de laquelle la raie oscille est décalée par rapport à la même raie en laboratoire. C'est évidemment ce décalage qui donne la vitesse radiale de l'étoile dont je parlais tout à l'heure. Les scientifiques peuvent même tirer des informations sur la température des couches qui absorbent les raies spectrales grâce à cet effet Doppler-Fizeau. En effet, les ions et les atomes responsables de l'absorption de ces raies sont plus ou moins agités selon la température. Ils ont des mouvements aléatoires dans toutes les directions. Ceux qui s'éloignent sont décalés vers le rouge, ceux qui se rapprochent vers le bleu, et ceux qui ont eu un mouvement transversal sont à la position centrale. Et il y a tous les intermédiaires. On voit donc un élargissement des raies spectrales qu'on appelle élargissement thermique. Plus les raies sont larges, plus la température est élevée. Attendez, c'est pas fini. Depuis les années 1970, l'effet Doppler-Fizeau permet aussi de détecter des oscillations de la matière, donc des mouvements périodiques, dans la structure du Soleil et dans une moindre mesure celle des étoiles depuis les années 2000. Là encore, on détecte un décalage des raies spectrales au gré des oscillations des atomes qui s'approchent ou qui s'éloignent. C'est ce qu'on appelle la sismologie stellaire. Cela donne des informations sur les modes de vibration des différentes couches et les scientifiques arrivent à déduire en partie la structure interne du Soleil et des étoiles grâce à la façon dont les ondes de matière se propagent. Ici des représentations à 2 dimensions, ici à 3 dimensions. Je n'entre pas dans les détails, mais je mets en description le lien vers 2 articles de vulgarisation qui précisent ces aspects, ainsi qu'un lien vers cette vidéo de Science étonnante où il expliquait l'exploitation de la sismologie terrestre pour connaître la structure de la Terre, reposant sur des modèles similaires. Et oui, après avoir mis un lien pour la vidéo de Science Click, la dernière fois, là je fais une petite pub pour Science étonnante, j'essaie de mettre les petites chaînes en avant, c'est normal, bien sûr. Dernier point que je vais aborder, que nous apporte l'étude des raies spectrales sur les étoiles, ce sont des renseignements sur les champs magnétiques et des couches extérieures des étoiles. J'avais parlé dans cet épisode de l'effet Zeeman qui avait découvert qu'en présence de champs magnétiques, les raies spectrales se dédoublaient.
dédoublement observé dans le spectre des étoiles, donc on obtient des informations sur les champs magnétiques des couches extérieures des étoiles. En 1904, Johannes Hartmann découvre la matière interstellaire, c'est-à-dire la matière diffuse située entre les étoiles. C'est en étudiant l'étoile double Delta Orionis qu'il fait cette découverte. Je vais représenter les deux étoiles de la même taille et la même masse pour simplifier l'animation. Les télescopes observent les deux étoiles en même temps, car elles sont en général trop éloignées de la Terre pour qu'on puisse les distinguer. On observe donc le spectre de l'ensemble. Les deux étoiles se rapprochant et s'éloignant constamment de la Terre, il a observé l'emplacement des raies d'absorption varier périodiquement du fait de l'effet Doppler-Fizeau. Cette raie provenant de cette étoile qui se rapproche, raie décalée vers le bleu, et celle-ci de l'autre qui s'éloigne, raie décalée vers le rouge, et ainsi de suite. Mais Hartmann voit des raies qui restent fixes. Il y avait donc de la matière entre l'étoile double observée et la Terre, et cette matière absorbait une petite partie de la lumière de l'étoile. C'est ce qu'on a appelé la matière interstellaire. Le milieu interstellaire est composé d'hydrogène à 70%, d'hélium 28%, gazeux, et de poussière avec des éléments plus lourds. L'hydrogène est soit à l'état ionique, près des étoiles, il émet alors de la lumière. Ces nuages interstellaires avaient été découverts plus tôt du coup. Dès 1864, William Huggins avait reconnu dans leur spectre les raies obtenues en laboratoire par un gaz dilué soumis à une décharge électrique. C'était l'autre façon d'obtenir un spectre d'émission avec des raies. Ici, c'est une lampe à néon. J'ai placé un réseau devant l'objectif de la caméra. Le spectre est ici. L'hydrogène peut également être sous forme atomique. Les scientifiques ont prédit et observé une raie de l'hydrogène dans le domaine des ondes radio, assez spécifique au milieu interstellaire, à cause des conditions particulières de ce milieu, à savoir une très faible densité et donc très peu de collisions entre atomes qui rendent l'existence de cette raie possible. Ils ont pu connaître, grâce à cette raie, l'abondance de l'hydrogène dans le milieu interstellaire, mais aussi la répartition dans la galaxie de ce milieu interstellaire qui pose des problèmes dans la mesure des distances, à cause de la baisse de luminosité qu'engendrent les poussières qui le composent. Enfin, l'hydrogène peut être aussi sous forme moléculaire dans les nuages interstellaires plus denses. Les raies spectrales dans l'infrarouge et les ondes radio étant plutôt caractéristiques des liaisons entre atomes et donc des molécules. On a donc pu savoir que des molécules étaient présentes dans le milieu interstellaire, grâce notamment à l'apparition des radiotélescopes. Ce sont a priori ces nuages interstellaires qui donnent naissance aux étoiles en s'effondrant sur eux-mêmes par gravité. Un décalage Doppler-Fizeau pour les raies moléculaires dans le domaine des ondes radio a pu être observé, allant dans le sens d'un effondrement. Mais l'observation de ces nuages qui est assez opaque ne donne pas beaucoup d'autres informations. Voici une photo en lumière visible d'un de ces nuages, et ici la détection infrarouge a été ajoutée. On voit des étoiles à l'arrière, ces nuages étant plus transparents aux infrarouges. La spectroscopie, en plus de devenir une technique d'analyse chimique et révéler la composition des étoiles et du milieu interstellaire, allait donner une vérification expérimentale à une nouvelle branche de la physique, la cosmologie, qui étudie l'histoire de l'univers et son expansion. En effet, à partir de 1912 et jusqu'en 1921, Vesto-Slipher mesure la vitesse de 41 galaxies en utilisant le décalage des raies spectrales qu'il interprète comme un effet Doppler-Fizeau. Seules 5 d'entre elles se rapprochent de nous, toutes les autres s'éloignent. Ces galaxies ayant une luminosité extrêmement faible, les scientifiques en font une photo en prenant un temps d'exposition nuit après nuit sur 2 ou 3 semaines. En 1927, Georges Lemaître intègre les observations de fuite des galaxies à son travail et prédit à partir des équations de la relativité générale d'Einstein appliquées à tout l'univers qu'il peut être en expansion. Ces calculs prédisent en outre qu'il y a une relation de proportionnalité entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance à la Terre. Ainsi, plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Il est le premier à lier la vitesse de fuite des galaxies observées à l'expansion de l'univers. Et en 1928, Hubble et son équipe observent ces décalages vers le rouge d'une vingtaine de galaxies supplémentaires, tout en utilisant la mesure des distances des galaxies grâce aux céphéides. Je reviendrai sur cette technique dans un autre épisode. Et il confirme ainsi la relation de proportionnalité entre distance d'une galaxie et sa vitesse de fuite, corroborant ainsi l'expansion de l'univers prédit par Georges Lemaître.
Attention toutefois, car à part pour les galaxies très proches de la nôtre, le décalage vers le rouge dans le cadre de l'expansion de l'univers a été réinterprété. Non plus comme un effet Doppler-Fizeau, où les galaxies fuient dans un espace absolu newtonien, mais comme une conséquence de l'expansion de l'espace-temps lui-même. La longueur d'onde de la lumière provenant de ces galaxies s'étirant avec l'espace-temps lui-même. On observe sur Terre le décalage vers le rouge dans leur spectre. Une fois le consensus scientifique admis sur l'expansion de l'univers, la loi de proportionnalité entre la vitesse d'éloignement et distance des galaxies devient alors une méthode de mesure des distances pour les galaxies très lointaines. On mesure le décalage vers le rouge de ces galaxies, on en déduit sa vitesse, et grâce à la loi de Hubble-Lemaître, à partir de cette vitesse, on peut calculer sa distance, qui n'est pas accessible par une autre méthode. Cependant, cette méthode dépend beaucoup du modèle d'univers utilisé et d'autres paramètres, donc on ne peut pas exclure un possible recalibrage à l'avenir pour les distances calculées avec cette méthode. Elle l'a d'ailleurs déjà été. En effet, le paramètre de Hubble, qui est le coefficient de proportionnalité entre la vitesse de fuite des galaxies et leur distance, est passé de 500 km/s par parsec en 1929 à 70 km/s par parsec aujourd'hui. Après révision de certains modèles, amélioration de mesures et meilleure prise en compte de la poussière interstellaire que j'évoquais tout à l'heure. J'affiche le palmarès non exhaustif de la spectroscopie, abordé dans cet épisode en guise de résumé. La spectroscopie allait également fournir des données empiriques qui permirent à Niels Bohr d'introduire la physique quantique dans la structure des atomes en 1913, expliquant ainsi pourquoi les raies spectrales apparaissent et pourquoi elles sont caractéristiques des éléments. Ce sera l'objet d'un prochain épisode dans lequel nous aborderons également la vérification expérimentale de cette quantification dans la structure des atomes.